Maintenant que nous avons exporté un échantillon de notre data, nous allons l'importer. Bon, cette parenthèse, cette partie, je vais la mettre en commentaire. C'était juste pour expliquer le fonctionnement de Lambda. Voilà. Du coup, nous allons importer nos données. En récupérant le path qui est ici. Copy path. Puis on le met dans notre commande de récupération là. Voilà. Et nos données brutes, nous les mettons dans une liste, comme cela, dans une liste. Donc, c'est bon, on fait ça, on exécute. Et on a bien 100 lignes, 9 colonnes, et voici les noms de nos colonnes. OK. Maintenant que nous avons nos données en Python maintenant, nous allons pouvoir créer notre fonction de transformation. Je vais récupérer la fonction qu'on avait plus haut pour l'illustrer en bas. Comme ça nous permet de visualiser. Je prends juste la fonction d'abord. Je la mets là. OK. Donc, notre fonction prend en entrée une data qui est la data qu'on a importée, donnée brute ici. Donc, on va dire que on va faire row égale à donnée brute. De base, il n'y a pas le self de base, c'est parce qu'elle est dans une classe là-bas qui a le self. Du coup, je fais comme ceci simplement, row égale à donnée brute d'abord. OK. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On transforme nos données en objet panda ici. Du coup, nos données ont été transformées en objet panda. On peut faire un panda.def.shape pour voir c'est quoi nos dimensions. On doit avoir 100 lignes et 9 colonnes. On a bien 100 lignes et 9 colonnes. On peut faire un df.read pour voir l'entête, pour voir les 5 premières lignes. Voici à quoi ressemblent nos 5 premières lignes dans nos données. OK. Donc ça, je le mets en commentaire, je mets ça en commentaire. C'était juste pour voir un peu. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va convertir maintenant. Si vous vous rappelez bien, j'avais expliqué que notre timing, même si c'est des dates qui sont écrites comme ceci, côté machine, ce n'est pas encore considéré comme étant des dates. Donc, ce qu'on fait, on les convertit d'abord en format date. Pour préciser à la machine que ce champ, c'est bien des dates qui sont à l'intérieur. Ensuite, ici, nous allons convertir le reste de ces colonnes dans les formats correspondants. Ouvrons un peu notre fichier. Là, ceci doit être au format date. Hide doit être au format float. Ceci aussi, c'est float. Ceci aussi, c'est du float, c'est du décimal. Alors, du float, du float, du float. Ça, c'est du caractère du test. Et ici, c'est symbole, c'est également du test, même si c'est vide. OK. Du coup, j'ai du float partout, sauf pour les deux derniers. Sauf pour le premier qui est la date et les deux derniers qui sont du caractère. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais convertir tout ça. Donc, je vais récupérer ma liste que j'avais plus haut là. Tac, tac, je l'ai ici. Je prends cette liste-là. Je reviens dans ma fonction. Je dis que je lui dis de me parcourir cette liste-là.
Et bien sûr, j'enlève time. J'enlève également les deux derniers qui sont du caractère. Je lui dis de me parcourir cette liste-là et tant que le nom de la colonne appartient à cette liste-là, il n'a qu'à me le convertir en float. Maintenant, je vais faire de même également pour les variables qui sont en caractère. Je fais un for call in ceci en caractère. Deux points. Je fais la même chose. Et cette fois-ci, ce n'est pas du float, c'est du str, du string. Donc, je fais la même chose pour ces deux colonnes également. Parfait. Maintenant, je vais trier ma data frame par date. Une fois qu'elle est triée par date maintenant, je vais calculer la moyenne mobile sur une fenêtre par fenêtre de 24 points. C'est ça qui est là. Le rolling, c'est pour faire une fenêtre. Le 24 ici, c'est le nombre d'éléments dans la fenêtre. Et puis ici, c'est la moyenne. Et là, je vais le faire sur les valeurs de clôture. Donc, je crée ma moyenne mobile 24 heures. J'exécute et elle est créée. Donc, en temps normal, si je fais un dfred là, je devrais voir en fait MA24 qui devrait apparaître. MA24, elle est bien là. Voilà. Et pour l'instant, je la vois nulle parce que il n'a pas eu tous les 24. Du coup, si je fais un tile, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais pouvoir afficher les dernières lignes. Si je fais un tile, j'ai bel et bien des données qui sont les moyennes qui ont été calculées. OK. Donc, je continue. J'étais ici. OK. Ensuite, ici, le df sort value, c'est pour trier par time, déjà converti au format data, bien sûr. Ceci, la moyenne mobile 24 heures est déjà dit. Le delta ici, c'est pour calculer la différence entre le prix de clôture à une date T et la date précédente T-1. Du coup, c'est le delta qu'on calcule ici. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on fait ici? Ici, en fait, quand on récupère notre delta qu'on a calculé, c'est-à-dire le différentiel, dans le up ici, on remplace toutes les valeurs négatives par 0. Et donc, il ne reste donc que les valeurs positives ici. Donc, on aura, si si on a des deltas du genre, ça va devenir comme ceci. Parce qu'on a remplacé toutes les valeurs négatives par 0. Et pour le down, c'est l'inverse, on remplace toutes les valeurs positives par 0. Donc, c'est ce qu'on fait ici. Et une fois qu'on a ça, on pourra maintenant calculer le RS qui n'est rien d'autre que le ratio et entre la moyenne mobile exponentielle en fait des périodes, des hausses pardon, sur les 14 dernières périodes divisé par la moyenne mobile exponentielle et des baisses sur les 14 dernières périodes en valeur absolue bien sûr. Donc ça fera que ici on aura ceci et, et exponentielle, c'est la moyenne mobile exponentielle sur les 14 dernières périodes. En fait, on met 13 ici, mais quand on met 13 là, ça correspond en fait aux 14 dernières périodes. Ensuite, on divise par l'équivalent pour les baisses. En gros, ça,
C'est selon votre métier, selon la boîte dans laquelle vous travaillez, c'est là que vous saurez quelles sont vraiment les modifications et les transformations que vous devez faire. Ça, c'est juste un exemple pris comme ça pour montrer. Une fois qu'on a le RS, on pourra maintenant calculer le RSI 14 en convertissant notre RS en RSI. Et puis, si vous voulez l'interprétation du RSI, voilà un peu pour avoir un aperçu de comment est-ce que ça se comprend. Donc, c'est comme ça qu'on a calculé ici notre RSI. Et maintenant, on a remplacé toutes les valeurs NA, NaNo, et info, euh, que ce soit inf positif ou bien inf négatif, on a remplacé tout ça par non. Donc, ça fera que quand on va exécuter notre transformation, tout s'est bien exécuté. Et donc, s'il y avait des erreurs à l'intérieur, on allait pouvoir le voir ici et on allait pouvoir traiter ça pour débugger notre fonction. Et ici, qu'est-ce qu'on fait ici? Donc, ici, donc, on convertit nos time en str time. Genre, on passera d'un format de ce genre à un format de ce genre. Et ensuite, on retourne quoi? On retourne notre data frame au format dictionnaire en faisant un toDict en dictionnaire et en précisant une orientation record pour que ce soit bien présenté. Quand il n'y a pas de record, c'est pas très bien présenté. Donc si on fait ça, voilà, on a un truc. Bon, là, on ne le voit pas bien, mais si on le copie-colle dans un JSON, on verra bien que c'est bien hiérarchisé. Donc c'est bon. Donc c'est ce que fait notre fonction. Eh bien, c'est pour pouvoir calibrer cette fonction en fait qu'on s'était arrangé en fait pour sortir un échantillon de notre data en local. Parce que si on n'avait pas cet échantillon et on écrivait la fonction comme ça, bon, on peut penser que voilà que ça va bien tourner, tout va bien. Et quand on va lancer notre pipeline, on va commencer par découvrir des erreurs, des erreurs, des erreurs. Alors que lorsqu'on a de la sortie un échantillon, là, s'il y a une erreur là, on le verra clairement et puis on va bien l'identifier et on va le débugger, le corriger en même temps. Une fois que notre fonction elle est prête maintenant, on va la récupérer. Notre fonction elle est prête, on va la récupérer. Je la copie. Donc je remonte là où il y avait la fonction avant. Elle est là. Là. Et je la colle. Bien sûr, elle est dans une classe. Donc, comme elle est dans une classe pour qui récupère les informations, je mets un self. Voilà. Et j'ai créé cette classe qui hérite de BIM d'UFN. Cette classe que j'ai créée hérite de la classe de l'objet BIM d'UFN. Donc, ça nous permettra. Donc, c'est pour ça que on pourra utiliser le nom de cette classe-ci, par exemple, lorsqu'on va vouloir appliquer cette transformation dans notre pipeline désormais ici. Donc, ici, on extrait, on convertit en liste, puis on applique notre classe là. On convertit en liste, pourquoi? Parce qu'on l'avait fait aussi avant de l'envoyer dans notre fonction. Si vous vous rappelez, on avait fait un data brut égale accolade. Attends, je vais vous montrer vite fait. Cette partie-ci, ici, on a converti en liste ici. Voilà. Donc, c'est cette étape de conversion en liste là qu'on a également refait en haut là-bas dans notre pipeline avant maintenant de lui appliquer la fonction qu'on lui a créée en bas ici. Donc, maintenant que vous avez compris ça, je pourrais alors mettre tout ceci également en commentaire.
Là, je vous ai montré là comment est-ce qu'on a construit notre pipeline, les fonctions qu'il y a à l'intérieur. Tac, tac, 1, 2, 3. Du coup, je ferai ici également 1, 2, 3. Ok. Ok. Donc, désormais, ceci, je peux le mettre également en commentaire. Parce que j'ai déjà ma donnée déjà, elle m'a déjà servi pour créer mon pipeline. Donc, qu'est-ce que j'ai? Désormais, j'ai mon extraction là. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais ma transformation. Donc, j'ai mon extraction. Ensuite, je fais ma transformation. Ok, donc, du coup, jusque-là, on est bon. Et après avoir fait ma transformation, qu'est-ce que je fais ensuite? Je fais le load. Et le load, il est ici. Ça, je vous l'avais déjà expliqué. Lui, il ne change pas. La partie qu'il fallait comprendre, c'était cette partie-là. Et aussi, et surtout, vous montrer comment le débugger. Comment le faire pas à pas. Du coup, pour le load, il est là. Je le mets là. Et donc, je le charge dans mon BigQuery. Je donne le nom de la table, les formats. Ah, tiens, tiens, les formats. Ah oui, ça, il faudrait pas que j'oublie ça. Les formats. Je dois vérifier ça. Donc, les données qui sont ici sont les données après transformation. Donc, j'irai voir dans ma fonction. J'irai voir dans ma fonction. Mhm. Je l'ai bien converti en datetime. OK. Donc, je récupère ces noms-là. Voilà. Je sais que j'ai créé le MA24 et puis le RSI14. Et les deux sont des champs et float décimal. C'est du décimal, donc c'est du float. Ok, j'ai l'information en tête. Donc, je redescends ici pour mettre à jour cette partie. Donc, mon time, il est là. C'est bien du datetime. Oui, il est bon. Ensuite, j'ai le hide. Non, le hide vient avant le open. Du coup, j'ai hide, low, open, ceci et cela qui sont du float. Ok. Donc, je récupère ça comme cela. Et je viens là, float. Float également. Float également. Float également. Float. Et celui-ci également, c'est du float. Ce n'est pas fini. Et ensuite, j'ai MA24 et qui est float, le RC14 également qui est float. Ok, donc je récupère tout ça. Je prends mon open là, volume, tout ça. Toc, toc. Je le mets là. Donc j'ai tout ça qui est du float. Ok. Ensuite, j'ai ceci qui est du string. Et ceci également qui est du string. Et puis ici, je le mets en string. String, j'ai une virgule ici. Voilà.
Et si je veux, par exemple, je peux dire que le champ taillement est un champ obligatoire, bien que vous devez comprendre que dans ce traitement, on veut récupérer tous les champs. Ok, du coup, avant d'exécuter la pipeline, il y a encore un truc qu'on doit faire. Ici, on nous dit de déposer nos données dans cette table-ci, qui est contenue dans ce dataset, qui est contenu dans ce projet. On doit d'abord créer le dataset en fait avant que le pipeline ne puisse aller alimenter la table en mode append. Du coup, pour créer ce dataset, on peut le faire en ligne de commande ici directement. En ligne, avec cette ligne de commande, on peut le faire directement ou on peut aller le créer manuellement. Mais bon, nous allons le faire manuellement. La ligne de commande sera utile quand nous allons passer en phase production uniquement du code pour tout faire. Mais pour l'instant, on va le faire manuellement pour que je puisse montrer comment le faire manuellement. Du coup, je mets en commentaire le code pour le créer en ligne de commande. Il sera utile lorsqu'on va commencer la partie CI/CD. Ok, du coup, pour le faire manuellement, quand je viens ici, j'actualise. Ok, j'irai chercher ma BigQuery. Alors, il est ici, je clique là-dessus. Ok, elle se présente comme ceci. Je vais défiler le contenu de mon projet ici pour voir qu'est-ce que j'ai dedans. Alors, je la mets ou pas? Ouais, c'est en train d'arriver. Ok, je vois bien qu'à l'intérieur, je n'ai pas mon dataset à l'intérieur. Du coup, on va créer notre dataset en faisant ici, créer ensemble de données. On lui donne le nom, multi-région choisie EU, ok, et on fait créer. Donc, notre dataset est créé et puis il est là, actuellement, il est vide actuellement. Quand on ferait ouvrir actuellement et le contenu est vide, il y a rien à l'intérieur actuellement. Donc, nous allons l'alimenter en allant récupérer, en allant maintenant exécuter notre pipeline. Maintenant que nous l'avons créé, nous allons exécuter notre pipeline qui va nous créer à l'intérieur la table-ci. Donc, je reviens ici, je sélectionne depuis la fonction ici jusqu'à la fin de ma pipeline et j'exécute ça. Ok, il a fini de tourner. Du coup, nous irons voir sur GCP est-ce qu'il est arrivé ou pas. Nous allons actualiser. Ensuite, nous allons déplier ceci. Ensuite, quand nous allons déplier ceci, nous voyons désormais notre table qui est à l'intérieur, ici. Et voici nos variables, le format là. Si on veut visualiser, on peut exécuter une requête SQL là-dessus. Select étoile from tac 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 le chemin et puis exécuter. Et voilà, vous voyez bien qu'on a notre table qui est là. Du coup, on a réussi à envoyer nos données. Et voilà les champs qu'on a calculés. Le MA14
et puis le RSI 14, le champ calcul également sont à côté. Donc voilà, nous venons de terminer notre pipeline, nous l'avons exécuté et puis il a chargé nos données directement sur GCP. C'est bon.